Aujourd'hui, on va aborder, un thème un peu particulier. Il me semble que c'est la première fois que quelqu'un parle de lancer une ONG qui vise à avoir de l'impact et quand j'en parle, c'est pas sans susciter quelques réactions. Souvent, l'entrepreneuriat, c'est, un peu un gros mot. Ça peut être fortement associé au fait de lancer une initiative, à but lucratif, une entreprise, une start-up. Alors, c'est pour ça que j'y accole, associatif derrière. Là, l'objectif, c'est vraiment de vous parler ce soir, de lancer une organisation dont le principal objectif n'est pas de faire de l'argent, mais d'avoir un impact. Et c'est quelque chose de radicalement différent. Si je parle d'entrepreneuriat, c'est évidemment parce que il y a des logiques communes, mais on est bien sur un sujet qui fondamentalement ne vise pas à atteindre la même chose qu'une entreprise à but lucratif, d'où l'importance d'avoir un langage qui lui soit propre et des façons de penser qui lui soient propres. Alors, ça, c'était pour déblayer un peu le sujet et je vous invite à réagir tout à l'heure par rapport à ce que j'ai pu dire là. Je pense que l'entrepreneuriat associatif est quelque chose de fondamentalement compliqué, notamment parce que lorsqu'on crée une entreprise, l'objectif principal d'une entreprise reste au bout d'un moment de gagner, de faire de l'argent et donc c'est un moyen assez direct d'avoir du feedback, de savoir si ce qu'on fait marche ou non. L'entrepreneuriat associatif a la particularité que le feedback est souvent moins direct. Le retour sur ce qu'on fait est souvent moins direct. On en reparlera tout à l'heure et je pense que c'est ce qui est au centre de la complexité de l'entrepreneuriat associatif et ce qui fait que c'est un sujet difficile. Quand on se penche là-dessus, vu que c'est une discussion introductive, je souligne avant tout les avantages ou ce qui peut être prometteur dans l'entrepreneuriat associatif plus que ses limites inhérentes, même si bien sûr je vais les évoquer un peu. Le but, c'est pas de décourager des personnes qui, pour la première fois, entendraient finalement parler du sujet de manière directe. Donc, l'entrepreneuriat associatif, quand on se penche dessus, ça a quand même, donc quand je parle d'entrepreneuriat associatif, l'idée c'est vraiment soit de créer une association qui vise à avoir de l'impact, soit contribuer fortement à son lancement. Et j'insiste sur le fait de lancer ou enfin, sur le vocabulaire, sur le champ lexical du démarrage, parce que il y a une distinction assez importante entre les comportements à adopter lorsqu'on démarre quelque chose et lorsqu'on est en train de gérer une organisation qui a déjà fait ses preuves et qui est déjà en place. Et c'est pour ça aussi que je parle, bonsoir Axel, que je parle d'entrepreneuriat associatif, parce que le fait de démarrer une initiative exige une mentalité bien spécifique. Toujours est-il que créer une organisation qui vise à avoir de l'impact, c'est un moyen intéressant d'essayer d'avoir de l'impact parce qu'on est sur un ordre de grandeur qui généralement, donc bien sûr à la condition que ça marche, c'est là où les choses peuvent devenir un peu plus compliquées, mais on est sur une voie qui peut permettre d'avoir un plus grand impact que ce que la plupart des gens peuvent réalistement accomplir via les moyens alternatifs d'avoir de l'impact. Celui qu'on peut facilement avoir en tête, c'est par exemple le fait de donner une partie de son salaire à des organisations qui visent à aider les autres chaque mois. À côté, le fait de se lancer dans la création d'une initiative, après de gérer une organisation, ça peut potentiellement, si l'organisation réussit, on est quand même sur des ordres de grandeur en termes, par exemple, d'argent redistribué à des causes ou d'impact obtenu finalement, peu importe la métrique, parce qu'il y a différentes métriques pour mesurer l'impact. Ce qui compte, c'est que si ça marche, ça peut avoir un impact qui est bien plus important que finalement des moyens plus ordinaires d'avoir de l'impact. Bien sûr, il y a un coût associé au fait que ça peut potentiellement être beaucoup plus important et c'est ce qu'on verra tout à l'heure. La deuxième bonne raison, parallèlement au fait que ça peut être intéressant pour un fondateur ou une fondatrice d'organisation à but non lucratif d'essayer d'avoir de l'impact via ce moyen, une autre raison, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a encore peu d'organisations qui sont soucieuses de maximiser leur impact. Je ne sais pas si vous avez déjà fait, si vous êtes déjà allé voir les statistiques des associations. Alors et je pense que il y a aussi une partie des gens qui sont choqués d'entendre le terme d'entrepreneuriat associatif parce que ils peuvent avoir l'image d'une association en tant qu'une organisation qui accueille un nombre très très limité de personnes, qui généralement repose sur très 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 peu d'argent et qui vise pas nécessairement à avoir de l'impact. En France, il y a énormément d'associations loi de 1901. Il me semble qu'il y en a plus d'1 million la dernière fois que j'ai regardé. Et en fait, on constate qu'il y a moins de 10% des associations qui ont suffisamment de ressources pour ne payer ne serait-ce qu'une seule personne. À la base, les associations en France, c'est ça, c'est 90% d'organisations qui n'ont même pas suffisamment d'argent pour embaucher ne serait-ce qu'une seule personne. Aujourd'hui, si je vous parle évidemment d'une organisation à but non lucratif qui vise à avoir de l'impact, là, si je vous parle certains principes ce soir, c'est notamment dans la perspective de faire quelque chose qui peut devenir grand et qui peut assez rapidement passer dans la catégorie des organisations, ne serait-ce que des 10% qui commencent à embaucher des gens. Alors, j'ai fait l'impasse sur ma présentation dès le départ. Ce dont je vous parle ce soir, c'est
un bout de mon expérience avec des organisations que j'ai pu fonder. Assiette Végétale, que j'ai fondé avec des amis en 2017 et qui vise à déployer des alternatives végétales dans la restauration collective dans toute la France. Et par ailleurs, j'ai également fondé Agriculture Cellulaire France, qui vise à créer un écosystème aussi à l'échelle nationale autour du développement de produits qui nécessitent ni l'élevage ni l'abattage d'animaux. Et donc, de ce fait, j'ai vu qu'il est possible de créer des organisations qui embauchent des gens et qui essayent d'avoir une ampleur nationale ou en tout cas de dépasser l'échelle très locale que peuvent avoir la plupart des associations en France. Là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de maximiser l'impact d'une organisation. Et bien sûr, donc il y a une partie qui relèvera mon expérience personnelle et il y a une autre partie qui relève de ressources que j'ai pu m'approprier et d'échanges que j'ai pu avoir. Finalement, on apprend toujours de manière assez diverse. Mais voilà, à la base, une association, ça n'a pas d'argent et pas beaucoup de moyens. Et surtout, ça a une dimension très locale. Ça a une portée. Il y a rarement des organisations qui ont ne serait-ce qu'une portée nationale et encore moins une portée internationale. Alors là, vu qu'on parle de se lancer, je pense qu'avant 2-3 ans, c'est sujet à discussion, mais une organisation, là, quand on parle de créer une ONG à impact, au début, on va se concentrer là où on est avant de faire quelque chose de tout de suite, ce qu'on appelle local, donc qui vise à s'adresser au monde entier. Aujourd'hui, ça semble encore d'actualité, mais bon, avec la pandémie, il y a des choses qui changent. Toujours est-il que déjà, le fait de vouloir créer une organisation qui vise à dépasser une échelle très locale et qui vise à avoir des employés, ça peut déjà faire partie des 10% d'organisations qui ne sont même pas dans ce pool. Par ailleurs, créer une ONG, déjà c'est négligé parce qu'il n'y a pas grand monde qui vise à essayer de le faire en essayant de maximiser l'impact. Mais en plus, souvent il y a une idée que si quelqu'un est déjà dans un domaine, alors il ne faut pas y toucher. Or, on n'imagine pas à quel point, puisque les organisations qui peuvent exister dans un domaine ne visent pas forcément à maximiser leur impact, ne se posent pas forcément la question de l'efficacité de leurs actions ou n'ont pas forcément les moyens d'atteindre véritablement les objectifs qu'elles affichent. C'est des questions de culture et de moyens. Ça implique aussi que c'est pas parce qu'une ONG existe dans un domaine que c'est pas une raison pour en créer une autre. Il faut savoir que dans l'altruisme efficace, une des organisations pionnières qui a été créée, c'était GiveWell. Donc GiveWell, j'ai invité une fille ce soir qui s'appelle Lucille parce qu'elle était intéressée par le sujet de l'entrepreneuriat associatif, donc qui connaît peut-être pas forcément GiveWell. GiveWell, c'est l'organisation qui identifie les ONG qui ont un impact et qui essaye d'évaluer les interventions des ONG et d'émettre des recommandations pour accompagner les gens qui souhaitent faire des dons et faire des dons qui font le plus de bien possible, qui ont l'impact le plus important possible. Et donc, à la base, GiveWell a été créé alors même qu'il existait déjà une organisation qui s'appelait Charity Navigator. Et pour les fondateurs de GiveWell, ça pouvait ne pas du tout être évident. Si ils s'étaient dit, on va pas créer GiveWell parce qu'il y a déjà Charity Evaluators, on serait passé à côté d'une organisation qui fait 10 fois mieux le travail que Charity Navigator. Et GiveWell, maintenant, ça a un impact phénoménal. Pareil, ça redistribue bien plus d'argent que ce que les fondateurs auraient pu faire, par exemple, si ils avaient simplement voulu donner de l'argent chaque mois via leur travail. Donc, il y a un impact qui est déjà au niveau de créer l'organisation en elle-même, c'est-à-dire de décider de créer une organisation dans un domaine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a potentiellement un vivier d'impact. Alors, bien sûr, ça dépend toujours du problème sur lequel on essaye de travailler, mais un constat général, c'est que les organisations à but non lucratif, vu que la différence fondamentale qu'elles ont avec les entreprises, c'est d'essayer d'avoir de l'impact plutôt que d'essayer principalement de faire de l'argent, ça veut dire qu'elles ne répondent pas nécessairement aux mêmes incitations. Et dans le monde lucratif, forcément, il y a la question des incitations économiques. Bien sûr, ce n'est pas l'apanage des organisations à but non lucratif que d'essayer d'avoir pour but principal de changer le monde ou en tout cas d'avoir un impact. Mais on constate qu'il y aura une limite dans l'entrepreneuriat, en tout cas dans les entreprises à but lucratif, c'est que s'il n'y a pas d'incitation économique à le faire, elles ne vont pas le faire. Ce qui veut dire qu'il y a tout un champ des actions qui visent à ce qu'on appelle faire le bien, en tout cas à avoir un impact, qui ne sont pas occupées par des entreprises et pour lesquelles il est possible de créer une organisation à but non lucratif qui vise à résoudre ces problèmes. Et des opportunités, il y en a beaucoup. Je pense à Charity Entrepreneurship, l'organisation qui vise à identifier les problèmes sur lesquels il est possible de créer une organisation et qui accompagne des gens qui sont intéressés par des problèmes, qui soumet des problèmes aux gens et qui leur propose des interventions possibles qui pourraient faire l'objet d'une organisation à créer. Et c'est parce qu'il n'y a pas forcément d'incitation à des acteurs à but lucratif d'aller dessus que ces opportunités existent et que certaines d'entre elles attendent à être prises. Donc j'ai déjà dit tout à l'heure, une ONG est rarement créée avec le but explicite d'avoir le plus d'impact possible. On constate donc non seulement toute association ne devient pas une ONG au sens d'une grande organisation, souvent avec une ampleur nationale qui a beaucoup de moyens, mais même quand ça existe, on constate parfois qu'il y a, c'est pas pour rien qu'il y a un mouvement comme l'altruisme efficace qui a été créé, ça partait sur le constat que parfois des grandes organisations peuvent ne pas accéder
à tout leur potentiel parce que elles n'ont pas forcément une culture qui vise à s'interroger sur les conséquences effectives de ce qu'elles font et donc à se poser la question de, au bout d'un moment, est-ce que ça marche ou pas? Alors bien sûr, c'est facile à regarder l'extérieur. Peut-être qu'il y a des organisations qui en réalité font de leur mieux pour avoir un objectif raisonnable, enfin en tout cas pour essayer de résoudre un problème qui compte, un problème qui est important et qui font leur mieux pour réussir. Mais on peut remarquer que certaines grandes organisations assez connues peuvent parfois travailler sur des problèmes contestables ou qui finalement ce ne sont pas les plus prometteurs. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'il y a encore de la place pour d'autres acteurs. Par ailleurs, pour essayer d'avoir le plus d'impact possible, ça demande quand même d'avoir certains réflexes et notamment d'essayer de travailler sur les bonnes choses, c'est-à-dire est-ce que le problème sur lequel on travaille il est important, est-ce qu'il a été négligé jusqu'à présent, est-ce que je peux apporter quelque chose en travaillant dessus et effectivement, est-ce qu'il y a encore lieu d'ajouter des ressources ou est-ce que finalement c'est un problème qui n'est pas de façon inhérente, qui n'est pas bloqué. Et donc ça, c'est des questions qu'il faut avoir en tête et peu, et alors en France, franchement, je connais très très peu d'organisations qui sont dans ce mode de pensée. Et on n'a pas nécessairement la culture de la transparence, où va l'argent, combien est-ce qu'on nous donne et comment est dépensé l'argent et dans quelle mesure on pense que cet argent dépensé, il vise à avoir de l'impact, ou il contribuera à la résolution, à l'atteinte de nos objectifs. Ces réflexes existent encore très peu, ce qui veut également dire qu'il est possible de faire quelque chose. Donc, une des implications de tout ce que je viens de dire, c'est qu'il y a possiblement ce qu'on appelle des low-hanging fruits, des fruits à portée de main pour des personnes qui souhaitent avoir un impact, qui souhaitent créer une organisation qui vise à résoudre un problème important, même si une personne n'a pas l'expérience qu'elle pense être requise. Parfois, je pense qu'il est primordial d'avoir les bonnes priorités et le bon état d'esprit et qu'à côté, l'expérience et le fait d'avoir 5 ans d'expérience dans le domaine qu'on va investir est peut-être moins important qu'avoir la bonne mentalité pour essayer de faire quelque chose qui a de l'impact. Alors, j'aimerais évoquer un sujet qui est assez important, qui me tient pas mal à cœur, parce que c'est vrai qu'on peut avoir le réflexe de se dire fonder des ONG à impact élevé est presque impossible. Et ce, d'autant plus qu'à la base, la plupart des organisations qui ont de l'impact, ça reste des organisations qui sont basées au UK ou aux États-Unis. Et c'est vrai qu'en France, alors, il y a une culture. Il y a des grandes organisations, hein, on peut penser à des associations qui sont bien implantées en France, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément à l'aise avec le fait de se dire qu'on pourrait créer une organisation qui pourrait avoir un impact important. J'en parle souvent autour de moi et c'est vrai que cette croyance semble assez importante et elle est notamment rattachée au fait qu'il n'est pas rare de penser qu'il faut beaucoup d'expérience dans un domaine et de la notoriété pour réussir une organisation à but non lucratif. Donc sans parler d'exemples personnels, il y a des exemples qui sont assez flagrants, mais le fait qu'aujourd'hui, dans le monde des ONG qui, sont, de façon incontestable, considérées comme ayant un impact important, elles ont, la plupart, sinon toutes, été fondées par des gens ayant moins de 4 ans d'expérience dans un domaine et pourtant, c'est des organisations qui aujourd'hui marchent du tonnerre et qui sont respectées. Alors que, on pourrait avoir tendance à penser que si on n'a pas les bons credentials, comme on dit en anglais, hein, les bons crédits, alors on n'est pas légitime pour créer une organisation. Or, des organisations comme GiveWell ou la Fondation contre le paludisme, du coup, Food Institute qui boite sur les alternatives à la viande, les alternatives innovantes à la viande, toutes ces organisations, elles ont été fondées par des gens qui n'étaient pas experts de longue date dans leur domaine. Et ça, c'est assez intéressant parce que là, je vous parle sur un plan plus personnel, mais je me souviens le jour où on était autour de la table pour créer Agriculture cellulaire France, on se demandait, bon, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui nous manque, mais on savait qu'il fallait faire quelque chose. Et moi, au bout d'un moment, je disais, écoutez, moi, ça me tente très bien de contribuer à la création d'une organisation, mais le problème, c'est que je ne suis pas scientifique. Et je pensais qu'il fallait que je sois scientifique pour créer une organisation comme Agriculture cellulaire France. Et aujourd'hui, j'ai compris que déjà, on ne crée jamais quelque chose tout seul, mais en plus que le fait de lancer une organisation n'a pas nécessairement quelque chose à voir avec, enfin, il n'y a pas forcément besoin d'être un expert en tout cas d'avoir un PhD dans le domaine dans lequel elle va lancer parce que on est bien sur de l'entrepreneuriat, ce qui veut dire qu'on va démarrer une initiative et on va pas nécessairement déjà être la personne qui va parler partout et tout le temps. Si on est plusieurs, il y a une question de rôle à adopter. Et ça, je vais faire une petite parenthèse, mais créer une organisation, ça ne veut pas nécessairement dire être le ou la directrice. Parfois, on peut trouver un rôle, même si on n'est pas l'expert, on peut être un cofondateur ou une cofondatrice et on peut faire quelque chose de formidable sans nécessairement avoir besoin de s'exprimer tous les 2 jours sur le sujet et donc être un expert du sujet. Et généralement, c'est quelque chose qu'on constate parmi les organisations qui sont créées et qui fonctionnent. Et pour le coup, pour Agriculture Cellulaire France, bah, évidemment, on a Nathalie qui, elle,
bon, elle avait 4 ans d'expérience dans le domaine, mais pareil, c'est pas une biologiste, donc on pouvait peut-être se poser des questions, mais finalement, l'important, c'est de travailler par la suite, d'identifier les gens qui ont les compétences qui manquent, et c'est d'en faire des conseillers, c'est de discuter avec des gens, d'en faire des membres, de les embaucher, ou si on n'a pas encore l'argent, d'essayer de collaborer avec eux d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est être entrepreneur associatif, c'est aussi finalement essayer de bénéficier d'effets de levier, c'est-à-dire que si on n'a pas les compétences directement, parfois on peut aussi aller les chercher, et c'est tout à fait acceptable. Justement, je reviendrai là-dessus tout à l'heure sur le fait de travailler avec les autres. Voilà, donc finalement, ce qui semble compter le plus, c'est pas nécessairement le fait d'avoir 5 ou 10 ans d'expérience dans son domaine avant de faire quelque chose, mais c'est déjà d'essayer d'avoir la mentalité qui vise à travailler sur un problème important, qui soit résolu, qui soit tractable, c'est-à-dire que si on ajoute des ressources, on peut effectivement faire quelque chose, et c'est avoir aussi la volonté d'essayer d'ajuster son approche en fonction des informations dont on dispose. Après, il y a une vraie question qui est comment est-ce qu'on obtient des informations, puisque dans l'entrepreneuriat, on ne peut pas que se reposer sur la recherche scientifique. La recherche scientifique ne va pas forcément nous dire si à un moment donné, c'est une bonne décision de lancer une organisation. C'est des choses qui, même si elles peuvent être alimentées par plein d'informations, au bout d'un moment, il faut essayer de tenter quelque chose. Alors, bien sûr, on peut essayer de faire les choses bien, d'identifier une intervention qui soit prometteuse. Et c'est justement, avant, je parlais de charity entrepreneurship parce qu'il y a des organisations qui visent à aider les gens à identifier des problèmes importants. Mais dans tous les cas, c'est la mentalité d'essayer d'ajuster de façon à identifier les meilleurs moyens d'avoir un impact et essayer de les mettre en œuvre via la création d'une organisation. C'est ça qui semble être le plus important. Et par ailleurs, si on veut réussir à créer quelque chose qui fonctionne et qui réponde à ses objectifs, c'est un des éléments les plus importants, c'est ce qu'on appelle les facteurs limitants. Ça fait partie plus que l'expérience, plus que les crédits dans un domaine, l'un des facteurs très importants, ça sera les facteurs limitants. Par exemple, si une organisation vise à financer des chirurgies dans les pays en développement, et donc elle vise à récolter plein de dons pour financer des chirurgies dans les pays en développement, alors même que le premier facteur limitant, c'est le nombre de chirurgiens. Donc si on est sur un problème de ressources humaines plus que d'argent, eh bien, forcément, l'intervention de juste récolter de l'argent pour essayer d'avoir plus de chirurgie, ça tombera à l'eau parce qu'il manque fondamentalement de chirurgiens. Et même s'il y a l'argent, il n'y a peut-être pas de personnes qui peuvent devenir des chirurgiens. Ça peut être un facteur. Et dans tous les domaines, là, je parlais de la chirurgie dans les pays au développement, mais dans tous les domaines, il peut y avoir des facteurs limitants. Alors, certains sont plus vicieux que d'autres, hein, parce que, par exemple, quand on est sur la création d'alternatives à la viande, essayer de favoriser le développement des alternatives innovantes à la viande, je vous pose la question, est-ce que la culture française est un facteur limitant? Et qu'est-ce qu'il faut en faire si on nous dit, écoutez, je pense que ça n'est pas dans l'esprit du pays que d'innover en matière d'alimentation. Les facteurs culturels, c'est les pires, je pense, parce que c'est les moins tangibles. Et pourtant, ils peuvent exister quand même, et ils peuvent constituer de véritables barrières. Le problème, c'est qu'on ne sait pas avant d'avoir tenté quelque chose. Fondamentalement, on n'aura que soit des éléments de recherche, mais qui ne sont pas toujours transposables, puisque chaque situation reste nouvelle. Et donc, au bout d'un moment, il y a question de l'expérimentation qui va se poser. Donc, découvrir ces facteurs limitants de façon assez rapide, ça peut être intéressant. Donc, avec ce facteur limitant, ce qu'on voit, c'est que souvent, c'est pas aussi simple qu'il n'y a pas assez d'argent. Parfois, essayer de faire quelque chose qui a de l'impact, ça va non seulement dépendre de nos qualités, du contexte, mais aussi fondamentalement comment est façonné le problème qu'on essaye de résoudre et quelles sont les propriétés du problème qu'on essaye de résoudre. Et on a tendance à penser que ça peut être le fait qu'il n'y a pas assez d'argent dans un domaine, et parfois on peut se tromper. Et ce qui sort le plus souvent, c'est vraiment le nombre de personnes talentueuses qui choisissent de travailler sur ces domaines qui visent à avoir de l'impact, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit des choses des interventions qui réduisent la souffrance animale, que ce soit encore dans la santé mondiale ou réduction de la pauvreté, la prévention des pandémies. Parfois, c'est plus les personnes talentueuses que l'argent qui manque. Et ça, c'est à comprendre lorsqu'on travaille sur un problème, quel est le facteur limitant en question. J'ai essayé de parler de choses à peu près sympas, sauf que si je parle d'entrepreneuriat, c'est avant tout parce que, par définition, l'entrepreneuriat, ça suppose de l'incertitude et de la prise de risque, ce qui veut dire qu'il n'y a pas une chance de 100% de faire quelque chose qui va marcher. Et d'ailleurs, on peut très rarement connaître nos chances de faire quelque chose qui va marcher. On constate d'ailleurs que le mode d'existence
par défaut d'une organisation en création, c'est plutôt l'échec généralement. On peut être en état de faillite permanente avant d'avoir trouvé une intervention qui marche. C'est peut-être un peu brut, mais en réalité, c'est extrêmement compliqué, même lorsqu'on a identifié un problème qui compte, de trouver la bonne approche qui va contribuer à la résolution de ce problème, qui ne sera pas contre-productif, qui ne va pas casser la réputation du domaine sur lequel on essaie d'intervenir. Je pense peut-être que tout à l'heure, ça t'évoquera quelque chose sur, je pense à OpenAI. Finalement, il y a des organisations qui se créent et qui font des choses et parfois elles peuvent totalement rater ou faire des choses contre-productives, même lorsqu'elles semblent être en situation de réussite. L'échec des organisations qui visent à avoir de l'impact, il existe aussi. Lorsqu'une organisation à but lucratif se crée et fait quelque chose, il y a une métrique qui est claire, c'est est-ce qu'elle gagne de l'argent ou pas. Alors qu'une organisation à but non lucratif, étant donné que c'est beaucoup plus dur que juste est-ce que je gagne de l'argent ou pas, étant donné qu'il est plus dur d'objectiver, je ne dis pas que c'est impossible, je dis qu'il est plus dur d'objectiver son impact, et dans ce contexte, c'est très difficile de savoir si on réussit ou pas. Et donc, ce qui peut parfois nous mettre dans une situation où on n'a pas réussi à atteindre nos objectifs, on est objectivement dans de l'échec, mais en réalité, on n'a pas de moyen de l'objectiver et surtout, du coup, de se le dire à soi-même. C'est beaucoup plus difficile de reconnaître qu'on a échoué et donc d'en tirer les conclusions logiques, c'est-à-dire est-ce que je change d'intervention? Est-ce que je change de problème? Est-ce que je pars totalement faire autre chose? C'est beaucoup plus difficile de faire ça parce qu'on n'a pas forcément des métriques objectives. Alors, il n'y a pas une culture à la base dans les organisations à but non lucratif, il n'y a pas une culture de métriques qui vise à objectiver l'impact. Maintenant, si on est ici ce soir, c'est notamment pour essayer de promouvoir une forme d'entrepreneuriat associatif qui se préoccupe des métriques qu'il utilise pour vérifier que ce qu'il fait, ça marche ou non. Mais en tout cas, donc l'échec, c'est une expérience qui est assez fréquente, qui est même la norme, je pense, dans les organisations à but non lucratif, même qui visent à avoir de l'impact. Et c'est vrai que c'est très, 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 très difficile, et encore plus en France peut-être, de voir ce qui est un échec comme autre chose qu'un échec. Et même, enfin, il n'y a pas à glorifier, il faut reconnaître que ce qui est un échec, c'est un échec, et encore une fois, pas se mentir à soi-même. Cela dit, à l'échelle macro, à l'échelle du monde, parfois, ce qui peut être vécu comme un drame pour la personne qui a consacré 2 ou 3 ans de sa vie à faire quelque chose qui finalement n'avait pas d'impact, ça peut révéler des informations très importantes sur un domaine en particulier. Par exemple, le fait qu'une intervention n'est pas prometteuse. Le fait que ça ne servira à rien au suivant d'essayer parce que tout a été fait et qu'on s'est rendu compte qu'il n'était pas la peine et que ça ne marchait pas du tout de tenter telle ou telle intervention. Et ça peut être très salvateur pour le suivant, même s'il y a la question de est-ce qu'on est vraiment sûr que cette personne a tout essayé ou est-ce qu'on est vraiment sûr que c'était l'intervention qui posait problème. Peut-être que l'échec, parfois, il ne va pas permettre d'en apprendre plus que ça. Il ne faut pas surinterpréter les échecs non plus. Donc, il convient d'essayer de regarder chaque situation au cas par cas. Juger le pari par le résultat. Exactement. Merci de rappeler les bons principes d'Annie Duke et de Thinking in Bets. Et en tout cas, voilà, à l'échelle macro, certains échecs peuvent alimenter des succès futurs. Alors, quel profil pour lancer une ONG impact? C'est là qu'il faut être très modeste. Il y a un adage que j'entends souvent et qui dit que anyone peut devenir entrepreneur, mais pas, enfin, n'importe qui, mais pas tout le monde. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir le profil, mais pour qui c'est pas du tout évident. Et au bout d'un moment, ça peut passer par le fait d'essayer. Ce dont on se rend compte toutefois, c'est que qu'est-ce qu'on entend par profil entrepreneurial? Ça inclut nécessairement le fait d'avoir une certaine aisance avec l'incertitude. Alors bien sûr, il y a beaucoup de choses qui s'apprennent. Je sais qu'il y a quelques années, il y a des choses qui m'angoissaient beaucoup. Et aujourd'hui, peut-être que le fait de... Voilà, finalement, là, en 2020, avec le Covid, dans les 2 organisations que je contribue à gérer, on a quand même réussi à payer 7 personnes, que ce soit les stagiaires ou les employés. On a quand même réussi à payer 7 personnes. Et c'est vrai que de fait, il y avait, plus que jamais en période de pandémie, il y avait des grosses incertitudes sur le fait, est-ce qu'on peut se le permettre ou pas? Est-ce qu'on pourra travailler avec les gens? Comment on va faire si la personne est à l'autre bout de la France? Est-ce qu'on va engager un stagiaire en télétravail? C'est des questions comme ça qui peuvent se poser. Et donc, effectivement, un profil entrepreneurial, je pense que ce qui le définit avant tout, c'est la capacité à être à l'aise avec l'incertitude et donc à pouvoir prendre des décisions sans avoir toutes les informations nécessaires pour essayer d'agir. Par ailleurs, il y a aussi le fait d'être à l'aise avec difficultés et surtout les choses qui ne sont pas glamour. J'en parlerai tout à l'heure, mais c'est vrai que souvent, entrepreneur, ça fait beau, ça fait classe, etc. Mais la réalité de quelqu'un qui vise à créer quelque chose, qui vise à créer une organisation et surtout qui vise à avoir de l'impact, c'est non seulement beaucoup travailler, c'est
c'est en plus régler beaucoup de petits détails pour essayer de mettre en place une organisation qui tient la route. Et souvent, il n'y a pas forcément de gratification immédiate. Ça, c'est des choses à prendre en compte aussi. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Et puis, on pourra discuter tout à l'heure. Hein, si vous avez une autre vision sur le profil, je peux tout entendre. Il faut savoir aussi, c'est qu'il faut être prêt. Alors, ça, je pourrais nuancer un peu parce que je dis que ça prend plusieurs années pour acquérir une expertise. C'est vrai que quand on lance quelque chose dans un domaine, si on a l'envie de s'y consacrer juste pour 6 ou 12 mois, en réalité, pour faire quelque chose, pour mettre en place une organisation qui va être sur les rails, ça peut prendre plus de temps. On est plus sur un ordre de grandeur de 2 à 3 ans au minimum pour faire quelque chose qui commence à tenir la route et pour commencer à comprendre pour comprendre les fondamentaux de son domaine, pour comprendre les règles du jeu dans lequel on interagit, parce que finalement, dans toute initiative qu'on lance, il y a des règles et il y a un jeu. En revanche, ce que j'ai pas fait ressortir là, mais ce que je pense qui est vrai, c'est que, encore une fois, contribuer à créer une organisation sans vouloir devenir un expert dans le domaine, on peut être un très bon numéro 2, donc quelqu'un qui vise à faire en sorte que le gérant ou la gérante principale de l'organisation accomplisse le maximum de son potentiel, donc c'est-à-dire puisse aller faire des présentations à droite à gauche en toute sérénité, puisse finalement, en gros, faire en sorte que tout ce que fait l'organisation, ça soit soutenu et ça soit bien fait. Et pour ça, parfois, il faut des personnes qui soient bonnes, par exemple, dans les opérations, pour mettre en place des actions qui vont rendre l'organisation plus efficace. Et ça n'implique pas nécessairement d'être un expert du domaine en question. Et donc ça, si on se reconnaît aussi là-dedans, dans le fait d'avoir beaucoup d'énergie pour être intéressé par plein de sujets différents et voir une organisation de A à Z, eh bien, on peut aussi entrer par ce biais-là. Et il n'est pas du tout obligé de faire ça pour être numéro 1 et on n'est pas du tout obligé de faire ça pour devenir un expert. Donc c'est aussi acceptable, c'est aussi entendable. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit jusqu'à présent? Donc c'est que essayer de créer une ONG à impact élevé peut être un usage efficace et efficient de l'argent, comparé à d'autres moyens qui seraient par exemple de donner une partie de ses revenus pour essayer d'avoir un impact, donc via sa carrière. Effectivement, il y a beaucoup de raisons de penser que ça peut être une bonne idée pour les gens qui se reconnaissent dans l'idée de créer une organisation et surtout se reconnaissent parce que ça implique. Tout à l'heure, je vais donc là, je vois que j'ai un peu dépassé le temps que je m'étais fixé. Et je vais essayer de parler encore 10 minutes maximum et puis après d'entamer la discussion que je voulais faire avec vous. Mais voilà, il y a des raisons de penser que si on est à l'aise avec les contraintes, parce que je préfère définir une voie par ses contraintes que plutôt par ses avantages, parce que c'est une asymétrie en quelque sorte. Donc ça peut être le bon fit pour les personnes qui sont à l'aise avec ces contraintes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités parce que c'est pas encore une voie qui a beaucoup été explorée, c'est pas encore un domaine, une intervention qui est très mature, essayer de créer des organisations à but lucratif qui ont de l'impact. Comme j'ai dit tout à l'heure, il reste encore beaucoup de petites organisations qui n'ont pas du tout ce mindset, si on peut dire. Et quelque chose à retenir, c'est que si on veut se lancer dans ce domaine, ce qui peut être plus déterminant que sa personnalité, que son expérience, ses crédits, sa crédibilité, c'est peut-être les facteurs limitants. Et souvent, ça va être les personnes qui sont prêtes à travailler dans ce domaine, qui sont prêtes à travailler avec nous dans ce domaine pour essayer d'avoir de l'impact ensemble. Parce que souvent, il manque encore des talents plus que de l'argent. Bien sûr, là, j'ai parlé de l'impact de l'organisation. Forcément, le fait de créer une organisation à impact, ça peut avoir des répercussions positives sur votre carrière tout au long de votre vie, même si vous y consacrez que quelques années. Déjà, ça construit des compétences incroyables parce qu'il faut mettre en place une organisation de A à Z. Donc, ça développe la polyvalence. Bien sûr, c'est quelque chose qui peut être reconnu auprès de pairs, auprès d'acteurs auxquels vous souhaitez faire valoir ces compétences et même finalement à d'autres employeurs si jamais ça ne devait pas marcher. Et enfin, voilà, il y a ce qu'on appelle l'impact passif pour faire le parallèle avec l'investissement, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a créé une organisation, si elle tient la route et qu'elle fait encore quelque chose dont l'effet est net positif, alors eh bien, même longtemps après que vous ayez été dedans, cette organisation peut continuer à avoir de l'impact. Et ça, c'est quelque chose qui est propriété intéressante. Par ailleurs, l'impact, c'est pas seulement celui de l'organisation, c'est pas seulement le vôtre en tant que potentiel fondateur au sens large, ça peut être aussi l'impact de l'équipe, c'est-à-dire qu'on peut créer une organisation pour travailler avec, de toute façon, quand on crée une organisation, au bout d'un moment, on se met à travailler avec des gens. Et souvent, c'est aussi un tremplin pour eux de leur permettre d'avoir un meilleur impact que ce qu'ils pourraient avoir autrement. Alors, évidemment, ça suppose des hypothèses assez fortes, c'est-à-dire que si vous avez des gens parmi les plus brillants de la planète, il faut avoir un niveau de confiance assez important pour estimer que c'est avec vous et chez vous que c'est à vos côtés que la personne peut avoir un impact très important, voire meilleur qu'ailleurs. Mais c'est là qu'on revient sur finalement, est-ce que le problème en question, il est important? Est-ce qu'il est négligé? Est-ce que si on y met davantage de ressources, on a des raisons de progresser? Et c'est là qu'on peut se rendre compte, surtout peut-être parfois sur l'aspect négligé, que ah ouais, d'accord, là, il y a quelque chose à faire. Et je pense qu'on peut faire le pari que ça va être ici et maintenant qu'il est possible d'avoir pour les personnes avec qui je vais travailler, avec qui je vais essayer de travailler, d'avoir le meilleur impact possible. Et donc forcément, ça peut impliquer des opportunités de création d'emplois, parce que quand
on travaille sur des problèmes qui sont importants, on a la possibilité de lever de l'argent. On peut lever des dizaines, des centaines de milliers d'euros. Et donc, forcément, ça se traduit par de l'emploi, surtout que c'est juste nécessaire pour avoir la possibilité de bien faire les choses. Et bien sûr, ça permet aussi aux gens avec qui on travaille de monter en compétences de façon accélérée, puisque lorsqu'on crée une organisation qui est encore jeune, il y a plein de choses diversifiées à faire qui relèvent de contraintes de temps assez réduites, qui sont souvent très profitables aux personnes qui vous rejoignent, parce que c'est un rythme qui est plus accéléré que le fait de travailler dans une entreprise. Enfin, le fait même de créer une organisation dans un domaine, c'est aussi un moyen déjà de permettre des rencontres entre les gens au sein d'une équipe, aussi des rencontres avec l'équipe, des bénévoles, des membres. En gros, c'est mettre en lien des personnes qui n'auraient pas, et parfois ça n'est pas autant possible quand il n'y a pas d'organisation qui existe dans un domaine. Donc finalement, parfois ces connexions elles-mêmes pourront avoir de l'impact. Donc c'est assez intéressant de voir la portée que ça peut avoir. Et pour le coup, même si une organisation échoue à atteindre son objectif premier, finalement, elle aura peut-être eu cette conséquence de mettre en lien des gens qui eux-mêmes pourront essayer de faire des choses qui comptent. Donc c'est aussi important à avoir en tête et on n'en parle pas souvent, je trouve. Alors ça, c'est un des trucs qui me fait le plus marrer parce que si vous regardez le domaine de la protection animale, avant que L214 soit créé en France. Alors bien sûr, L214, c'est une vieille organisation. Ils ont commencé sous d'autres noms, ils étaient beaucoup moins. Mais quand même, je pense qu'il y a, ne serait-ce qu'il y a une dizaine d'années, quand on parlait de protection animale, moi je viens de la campagne et j'ai encore des exemples de, dans le temps, protection animale, ça voulait dire aller promener des chiens et manger de la tarte flambée avec des lardons. Voilà, c'était ça la cause animale. Aujourd'hui, dans la cause animale, voilà, on sait que on a fait un bond incroyable et c'est notamment grâce à une organisation comme L214 qui, en France, je pense, a permis d'élever les standards du domaine. La cause animale, c'est plus seulement promener des chiens en mangeant des lardons, mais c'est aussi soulever une vraie réflexion sur le statut de l'animal et sur les intérêts propres qu'on peut lui considérer. Et pour le coup, quand il y a une organisation qui a fait ça dans un domaine, forcément, ça élève les standards, ne serait-ce que par le biais des donateurs. Et le donateur qui va se poser, c'est que certains donateurs se posent la question de comment ou où donner leur argent mieux. Forcément, plus il y a des organisations qui mettent la barre très haute en matière d'impact, plus clairement on peut s'attendre à ce que, de manière générale, les organisations dans un domaine deviennent plus exigeantes. Bien sûr, il y a une question de motivation, de volonté aussi, mais c'est un effet auquel on peut s'attendre. Et par ailleurs, effectivement, des organisations qui marchent dans un domaine ont pour conséquence d'attirer plus de ressources dans un domaine. Donc pour les domaines qui sont encore négligés, ça a de la valeur. Donc au-delà du fait d'avoir de l'impact, et comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est soumis à incertitude, il y a des choses qui sont un peu plus certaines, c'est-à-dire que déjà, créer une organisation à but non lucratif, c'est aussi, en moi, ce que j'appelle une non-profit startup, parce que l'idée, c'est d'essayer de reprendre les logiques qui visent à faire en sorte qu'une jeune organisation marche et progresse de manière assez rapide sans pour autant essayer de faire du profit. Et ça, pour le coup, c'est développer des compétences très importantes et transversales. Et c'est aussi être satisfait parce que finalement, faire quelque chose qui a du sens, pouvoir plus ou moins s'organiser comme on veut, c'est-à-dire en tout cas choisir ses contraintes et bosser en autonomie, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant, qui peut être une raison en elle-même. Je parlais du profil entrepreneurial tout à l'heure. Il y a des gens qui ont besoin de plus d'autonomie et qui ne supportent pas des salariés. Je comprends tout à fait. Et dans ce contexte, ça peut aussi être une raison de tenter de faire quelque chose dans le domaine des organisations à impact. Bien sûr, si avant tout, on est motivé par le fait de maximiser son impact. Par ailleurs, oui, le fait de créer une initiative, ça forcément, par l'incertitude par laquelle on passe, par les défis que ça pose, ça permet, mine de rien, de progresser dans pas mal de domaines et donc d'apprendre à se dépasser. Et ça peut être aussi intéressant en soi. Et enfin, l'exposition, c'est-à-dire que de fait, créer une organisation, c'est parfois acquérir une place dans un domaine et c'est surtout avoir, entre autres, je dis pas du tout qu'il faut le faire pour les raisons externes et je pense que personnellement, plus le temps passe, moins ça m'intéresse fondamentalement, mais je veux dire, mine de rien, créer une organisation, c'est une carte de visite pour rencontrer des gens qu'on apprécie et qu'on admire dans un domaine. Des gens qui ont créé une organisation similaire à la nôtre, mais dans un autre pays. Des gens qui sont dans le même domaine que nous, mais qui sont implantés depuis bien plus longtemps. C'est des choses, mine de rien, auxquelles on accède aussi. Et ça peut être une raison de considérer pour soi le fait de créer une ONG à impact. Voilà, donc l'incertitude et le taux élevé d'échec des organisations qui visent à avoir de l'impact. Pareil, il y a des spécificités qui sont les limitations financières. Le fait de ne pas vendre de produits en tant qu'organisation à but non lucratif, ça implique certaines contraintes en matière de financement et non seulement en matière de capacité à survivre pour l'organisation, mais aussi en matière de rémunération des dirigeants de l'organisation et de ses salariés si elle était amenée à payer des gens. Bien sûr, le fait de
mettre beaucoup d'intensité dans la création d'une initiative qui marche, ça peut impliquer, certaines contraintes en matière de vie personnelle et bon, ça rejoint le point suivant qui est l'équilibre vie professionnelle et vie privée. Donc ça pareil, on peut en parler et enfin, le travail peu glamour. Quels sont les aspects peu glamour, du fait de créer une organisation? Alors ça, volontiers, je peux en parler tout à l'heure, mais maintenant, je serais curieux de savoir quelles sont vos remarques, vos questions sur, ce que je viens de dire cette dernière heure. La parole est à vous.